Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box et vous nous suivez en parallèle en replay chaque jour sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui sont dans l'attente du jour de libération de l'Amérique. La date est fixée au 2 avril et ce sera l'occasion pour Donald Trump d'annoncer une nouvelle vague de tarifs dits réciproques. Beaucoup de flou entoure encore le design, la conception de cette vague de tarifs promise pour le 2 avril. Scott Bessent, le secrétaire du Trésor, estime que le 2 avril marquera le point de départ d'une grande phase de négociation. On peut donc estimer que l'incertitude qui pèse déjà lourd sur les marchés, sur l'économie américaine, va se prolonger sans doute au-delà du 2 avril prochain, qui sera une date importante dans ce second mandat de Donald Trump. Les annonces du jour se focalisent sur le Venezuela avec une série de tarifs dits secondaires. Donald Trump promet d'imposer à 25% les importations de tous les pays qui continueraient d'acheter du pétrole et du gaz vénézuélien. La Chine fait partie des acheteurs de gaz et de pétrole vénézuélien aujourd'hui et cette menace pourrait être exécutée là aussi le 2 avril prochain. Dans ce contexte, où en est-on de l'équation monétaire en zone euro, avec d'un côté la menace tarifaire de Donald Trump bien sûr, et de l'autre côté la donne économique et la donne budgétaire qui a changé en Allemagne. C'est une équation qui reste compliquée pour la Banque Centrale Européenne. On notera aujourd'hui la prise de position du membre italien du directoire, Piero Cipollone, qui estime que la BCE a encore plus d'arguments aujourd'hui pour continuer de baisser les taux qu'elle ne l'avait lors de sa réunion du 6 mars dernier. Et puis dans le dernier quart d'heure, notre quart d'heure américain, comme chaque lundi dans Smart Bourse, nous reviendrons bien sûr à Donald Trump. Donald Trump contre le DEI, Donald Trump contre les juges également. Le front judiciaire est un front qui est ouvertement ouvert par Donald Trump, avec une pression importante qui est mise désormais sur la Cour suprême. Donald Trump demande à la Cour suprême de bloquer les décisions fédérales qui vont à l'encontre de l'application de son programme. Pierre-Yves Dugas sera avec nous évidemment dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, notre correspondant américain. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. À une semaine de leur mise en place, le 2 avril prochain, Donald Trump reste encore flou sur les futurs droits de douane. Oui, Donald Trump s'est montré rassurant vendredi sur les droits de douane à venir en déclarant qu'il y aurait de la flexibilité, mais en disant que les droits de douane seront fondamentalement réciproques. Le Wall Street Journal et Bloomberg ont par ailleurs évoqué des droits de douane peut-être plus faibles que ce qui était prévu au départ et que certains secteurs seraient éventuellement épargnés. Scott Bessent indique de son côté que la vague de tarifs du 2 avril sera le point de départ d'une grande négociation. Dans ce contexte, comment évoluent aujourd'hui, en ce début de semaine, les marchés actions, Pauline ? En Europe, les indices sont ouverts en hausse avant que les gains ne s'essoufflent. Le Stoxx 600 évolue sans réelle tendance, tout comme le CAC 40 en France qui cède un peu de terrain autour de 8000 points environ. Aux États-Unis, les indices ouvrent en hausse de l'ordre de 2% par exemple pour le Nasdaq, après avoir baissé de 10% et plus en quelques semaines. Côté macroéconomie, les chiffres du jour sont les PMI préliminaires, les enquêtes d'activité pour le mois de mars. Oui, commençons par la zone euro où l'activité du secteur privé atteint un plus haut depuis 7 mois en mars avec un PMI composite au-delà de 50, seuil qui sépare la contraction de la croissance à 50,4. Le PMI manufacturier, lui, ressort à 48,7, supérieur aux attentes et au mois précédent, et le PMI service à 50,4, c'est inférieur aux attentes. Et puis PMI préliminaire pour les États-Unis également qui ont été publiés tout à l'heure. Oui, toujours pour le mois de mars, le PMI manufacturier ressort à 48,8, c'est sous les attentes et sous le mois précédent où le PMI était supérieur à 50. Le PMI service ressort par ailleurs à 54,3, supérieur aux attentes et au mois précédent. Ainsi, le PMI composite s'établit à 53,5 pour le mois de mars. Que dire des niveaux observés sur les marchés obligataires en ce début de semaine, Pauline ? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans remonte légèrement au-delà de 4,30%. Aujourd'hui, en Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue entre 2,75 et 2,80%. Sur le marché des changes, le dollar regagne également du
terrain face aux grandes devises avec un euro-dollar autour de 1,08. Du côté des entreprises, Valneva aujourd'hui bondit à la Bourse de Paris. Oui, le titre bondissait de plus de 6% au cours de la séance. La société pharmaceutique va fournir 40 000 doses de vaccins à La Réunion pour lutter contre l'épidémie de chikungunya à compter de début avril et pourra même en livrer davantage. La Haute Autorité de Santé préconise de vacciner en priorité les seniors de plus de 65 ans, les adultes avec des comorbidités et les agents de lutte anti-moustique. Et puis Bayer est condamné de son côté au règlement d'une lourde amende. Oui, Bayer, la société mère de Monsanto, doit régler une amende de plus de 2 milliards de dollars. C'est la sanction infligée par un tribunal américain dans le cadre du procès contre un désherbant. Bayer a annoncé faire appel de cette décision, mais en attendant, le titre plonge de plus de 7%. Quel sera le programme demain sur les marchés, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'indice IFO allemand du mois de mars ainsi que la confiance des consommateurs du Conference Board américain pour le même mois. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Evelyne Hermann est avec nous, économiste Europe chez Bank of America Global Research. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. À vos côtés, Louis Defels, directeur général et directeur des gestions de la gestion collective de Gay-Lussac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir. Et Kevin Tauzet qui nous accompagne également, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Louis, Kevin, je commence par les questions de marché et on viendra bien sûr à la macro européenne, notamment avec vous, Evelyne. J'ai hâte de vous entendre sur la donne budgétaire en Allemagne. Mais question de marché, Louis, on est passé par un plus 10, moins 10 entre les États-Unis et l'Europe, là, au cours du premier trimestre de cette année 2025. Que reflète cette situation et comment est-ce qu'on la gère d'un point de vue de gestion d'actifs et d'investissement ? Europe is back, mon cher Grégoire. Bah oui. On ne va pas gâcher notre plaisir. C'est vrai que pour la première fois depuis très longtemps, depuis 2014, les États-Unis sont le moteur de la croissance mondiale grâce à leur déficit. Et pour la première fois, donc on l'a vu, tout le monde était hyper positif sur le marché américain. Personne ne voyait de surperformance de l'Europe. Et quand il y a un consensus qui est trop établi, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'était la même chose sur le dollar 1,02. Tout le monde voyait une parité sous les 1. Et voilà qu'on rebondit au-dessus d'un 1,08, 1,09. Donc voilà, on ne va pas bouder notre plaisir et on pense sincèrement chez Gay-Lussac Gestion que c'est que le début. Voilà, c'est vrai qu'on pense qu'en effet, il y a eu plus de 10% et même 15% de surperformance de l'Europe depuis 4 mois si on le remet en dollars. Et la maison UBS dit que souvent, c'est des périodes qui peuvent aller jusqu'à 14 mois. Vous savez, il y a eu plusieurs surperformances de l'Europe et souvent, quand ça commence, là, ça fait que 4 mois. Donc, on ne va pas bouder notre plaisir. Normalement, si on reprend les statistiques, ça pourrait continuer encore pendant une bonne dizaine de mois. Et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Parce que pour la première fois, l'Europe, notamment par le fameux plan allemand, les 500 milliards, plus le plan de la défense, on en parlera tout à l'heure, c'est vraiment la bonne nouvelle tombée du ciel. Tout le monde nous disait, mais qu'est-ce qui peut se passer pour que l'Europe surperforme ? Tout le monde attendait la BCE, voilà, et finalement c'est venu de l'Allemagne, l'éventuel aussi de fin de la guerre en Ukraine, c'est des vraies très bonnes nouvelles. Voilà, pour nous, c'est un peu le whatever it takes de Robis de 2012. Donc, en tout cas, nous, chez Gay-Lussac Gestion, qui sommes sur les small mini cap, les valeurs un peu locales, très domestiques. En tout cas, voilà, c'est un peu c'est Noël avant l'heure. On ne le voit pas encore dans les flux. Hein, ça arrivait vers les large cap et les mid cap. Mais voilà, comme en 2012, le temps que ça ruisselle un petit peu, il y a la rotation sectorielle qui arrive. Voilà, vous en parlez, les gens sortent un peu des sets magnifiques. Ça arrive sur les méga cap, ça arrive sur les mid cap et on espère que ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ce mouvement-là, une fois qu'il est lancé, une fois qu'il est parti, s'arrête brutalement. Non, parce que voilà, le fameux plan allemand, on en parlera, mais vous avez le droit d'en parler. Ça sautait le verrou, et c'est la meilleure des nouvelles. C'est au moment où les États-Unis ont plutôt en contrainte budgétaire, vont être en ralentissement économique, tout le monde, il y a un momentum de révision à la baisse du PIB aux États-Unis, alors qu'au contraire, en Europe, ce fameux plan, maintenant on peut quasiment attendre 0,9 de croissance en 2025 zone euro, c'est pas encore énorme, mais peut-être qu'en 2026 on sera 1,4, on sera peut-être mieux que les États-Unis. Donc voilà, après c'est pas non plus énorme, mais vous savez comment ça se passe dans les marchés financiers, c'est la dynamique, bien sûr, voilà. La dérivée, l'impulsion qui change. Ça fait 2 ans que les États-Unis ont une croissance au-delà du potentiel. On pourrait passer par une phase où la croissance américaine, au moins momentanément, serait inférieure à son potentiel. Ça m'intéresse, small et mid cap. Small et mid cap en Allemagne, est-ce que c'est là où ça a le plus réagi sur des indices comme le MDAX par exemple, Louis ? Alors clairement au début c'est plus localisé sur l'Allemagne. Clairement, le MDAX est quasiment plus 16% depuis le début de l'année. Les small DAX également aussi.
aussi. Ouais. Bon, après, voilà, il y a des compositions d'indices, il faut faire toujours attention. Mais c'est vrai que les valeurs allemandes ont très fortement rebondi. Donc c'est une bonne nouvelle. Et ça commence à ruisseler un tout petit peu sur les autres pays, notamment un peu en France et aussi sur le reste des pays du Sud, notamment les valeurs qui sont exposées à la défense. Voilà, c'est vrai que par exemple, quand vous prenez l'indice small français, Dassault Aviation, qui est une grande partie dans Thales, a fortement monté. Il y a Exosens aussi qui a un très gros poids des indices. Donc voilà, peut-être un peu, donc c'est vrai que les indices ont un peu monté, notamment sur la défense, mais c'est vrai que c'est pas encore revenu sur les valeurs un peu plus small et encore moins sur les micro-caps. Donc ça, c'est la dérivée seconde qui arrivera, on l'espère, dans quelques mois. Parce que c'est vrai que les flux, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que même au niveau mondial, quand on regarde, ça fait 10 ans que les flux mondiaux vers les États-Unis. Ça s'est accéléré avec les élections de Trump. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que l'Europe, le temps que ça revienne, là, on a juste à peine corriger les excès de novembre, décembre de l'année dernière. Donc voilà, là on est juste revenu à la normale. Maintenant, le temps que ça arrive, on peut avoir, j'espère, plusieurs mois, années, de flux mais qui en tout cas, à ce stade, il est temps de rester positionné sur ces actifs européens et sur des valeurs de taille un peu intermédiaire. Plus que jamais, après 4 ans de performance, ça va pas nous donner de plaisir. On n'y est pas encore, mais voilà, rappelez-vous, 2012, c'est arrivé. C'est pas arrivé tout de suite, ça a mis quelques mois. Le temps, vous savez, qu'il y a cette rotation sectorielle, voilà, que les flux arrivent, reviennent. Donc on reste très positif. On a vu que les Allemands ont fait vite, ça arrivait vite. Donc il n'y a pas de raison de bouder notre plaisir. Bon, et puis il y a différents types d'acteurs dans le marché. Il y a ceux qui peuvent réagir très vite, les hedge funds. Il y a ceux qui mettent un peu plus de temps à prendre des décisions d'investissement avec des horizons long terme. Kevin, quand on a 15% d'écart de performance, c'est vrai qu'en plus ramené en dollars, avec l'euro qui s'est apprécié, c'est encore plus dur pour un investisseur en dollars américain. Comment on gère cette situation ? Est-ce que l'histoire peut nous enseigner que oui, la surperformance de l'Europe peut se prolonger au-delà de quelques mois ? Et comment on gère la situation actuelle ? Oui, pour faire écho à ce qui a été dit, on a effacé en gros 12 mois de surperformance américaine. Bon, sur 10 ans, 12 mois, il y a potentiellement encore un peu de place. L'idée étant peut-être pas d'effacer 10 ans de surperformance américaine. C'est pas mon point, mais c'est que, voilà, en effet, on a vu un rebond très fort des valorisations européennes. Elles sont, on va dire, au plus haut des 10 dernières années, si on met de côté ou sous cloche, quand nous-mêmes on a été mis sous cloche, c'est-à-dire la période du Covid. Il y a quand même, il me semble, une dynamique, un peu un front renversé entre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire qu'on a clairement aux États-Unis, on va dire, un dosage macroéconomique quand même moins favorable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les actifs américains, la question qui se pose, c'est plus comment est-ce qu'on va chercher à réduire le bêta ou la cyclicité de son portefeuille d'actions américaines. Il vaut mieux le faire aujourd'hui qu'il y a 6 semaines. Pourquoi ? Parce qu'on arrive aujourd'hui à investir sur des actions américaines qui ont perdu 15, 20, 25%. Alors même que c'est plutôt ce qu'on va appeler des actions à forte visibilité dans le secteur de la santé, par exemple. On pense à des entreprises comme Intuitive Surgical qui fait des robots pour assister dans les opérations, beaucoup de revenus qui sont récurrents. C'est des valeurs qui ont fortement corrigé. Et ça, c'est plutôt intéressant à avoir dans un portefeuille. Les grandes valeurs du secteur technologique aussi. Je ne crois pas que la révolution de l'intelligence artificielle se soit arrêtée fin janvier avec DeepSeek, ni avec la mise en place du Doge, sans doute des tendances de beaucoup plus long terme. Donc voilà, quand on va chercher à investir sur des entreprises un peu moins cycliques aux États-Unis, on a aujourd'hui, je crois, l'occasion de le faire sans investir sur des grandes chaînes de supermarchés qui traitent, ont les multiples qui s'échangent sur 30 ou 40 ans de rémunération. Exactement. Ouais. Donc ça c'est... Donc on retrouve un vrai confort dans le risk-reward sur de grandes blue chip américaines, du secteur tech, du secteur de la santé. Là. Ouais, je crois. Et c'est vrai que ce raisonnement, alors un peu contrariant, c'est contrariant d'acheter de la tech américaine aujourd'hui, mais on va dire ça marche là aujourd'hui. D'aller chercher un peu des creux de marché. Il se vérifie très bien sur les marchés du crédit. C'est-à-dire qu'on a eu une hausse des rendements obligataires. Alors pour des raisons différentes entre les États-Unis avec ces craintes, on va dire, de ralentissement économique, et on peut le dire, de récession, d'une croissance économique sous son potentiel sur la deuxième partie de l'année. Et on a plutôt un mouvement, alors inverse, je ne sais pas, mais on a eu une hausse de taux, des taux et des primes de risque sur les marchés du rendement européen, plutôt parce que ça reflète, on va dire, une croissance potentielle plus élevée, des taux réels plus élevés, enfin plutôt pour un avenir plus optimal pour l'Europe. Mon point, c'est que, on va dire, elle a une hausse de 0,5-0,6% sur
les marchés du haut rendement, ça va effacer 2-3 mois de portage sur un horizon d'investissement de 5 ans. De 5 ans, on va très largement, on va dire, revenir dans les clous. Et donc, on va dire, ces difficultés qu'on a eues à court terme, ça sert quand même la performance de long terme. Et je crois que sur certaines valeurs américaines, encore une fois, pas trop exposées au cycle américain, c'est plutôt des niveaux qu'on a envie d'acheter. Mais ça veut dire, parce qu'on pourra peut-être se poser des questions un peu plus difficiles sur la course de l'économie américaine sous Trump et des marchés également, mais il y a quand même un confort à pouvoir déployer des investissements diversifiés aujourd'hui, Kevin, là où la hausse des dernières années, on l'a raconté tous les jours ici, était ultra concentrée sur quelques méga caps américaines, ce qui rendait le métier difficile, pour dire les choses. L'expression qui a été utilisée, c'est ne pas bouder son plaisir. On peut enfin trouver des vertus dans la diversification. En Europe, sans doute aussi, il y a d'autres moyens d'aller faire de la sélection de valeur, on va dire, en dehors de l'armement, en dehors de la construction, qui ont eu des trajectoires de performance quasiment exponentielles en l'espace de quelques semaines. On a là aussi des acteurs européens qui sont, on va dire, moins favorisés aujourd'hui et qui bénéficieront à terme de ces plans de relance. Le à terme est important, parce que là aussi, les plans de relance, ils ne se verront pas dans les résultats des entreprises avant l'année prochaine. Et encore, je suis optimiste, sans doute l'année suivante. Et puis après, on peut aussi regarder ce qui se passe en Asie. Là aussi, il y a la réalisation que l'innovation, c'est pas une exclusivité américaine. Il y a des acteurs chinois qui innovent. Dans l'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé de DeepSeek. Vous avez vu la semaine dernière, BYD, donc l'autre grand constructeur de véhicules électriques, nous dit qu'ils arrivent à recharger des véhicules en 5 minutes. 500 km d'autonomie en 5 minutes, c'est ça. Voilà. Okay. J'ai un la biotech aussi, on parle beaucoup de la biotech chinoise. Il y a des téléphones qui marchent mieux que les téléphones favoris des Américains et qui sont faits en Chine. L'innovation peut se faire ailleurs. Et aujourd'hui, on apprend que Ant Financial, filiale de Alibaba, utilise des puces chinoises pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle et que tout ça permet de réduire les coûts de 20% dans le sillage de ce qu'on a vécu avec DeepSeek fin janvier. Comment modère-t-on donc tout cet enthousiasme, Evelyne? Je me tourne vers l'économiste allemande de surcroît, je le rappelle, Evelyne. J'attends de vous parler depuis le 4 mars dernier. C'est vrai que cette date du 4 mars, je l'ai inscrite dans la lignée du 26 juillet 2012, le Whatever It Takes originel de Mario Draghi. Je l'ai inscrit dans la lignée du 18 mai 2020, qui était le discours Emmanuel Macron-Angela Merkel à l'époque, qui ouvrait la voie Next Gen EU. Il faut mettre en commun nos ressources plus que jamais, disait-on à l'époque. Et donc, le 4 mars dernier, Whatever it takes to protect freedom and peace, nous dit Friedrich Merz, ce qui débouche sur un virage budgétaire historique en Allemagne. Ouais, alors je ne vais pas gâcher le plaisir du tout. Je suis très contente. Vous avez le droit de modérer l'enthousiasme. Non, mais et Merz, d'ailleurs, il a utilisé exactement Whatever it takes, même en allemand. Enfin, Ah oui, il a dit en anglais. D'accord. Il a repris le label Draghi. Voilà, quoi. donc les Allemands n'ont pas aimé la période Draghi, mais on aime bien utiliser les bazookas et les whatever it takes pour les réponses budgétaires quand il y en a. Donc du coup, voilà, on ne se plaindra pas. Non, je pense qu'il y a quelques points qui ont déjà été évoqués là. Donc le changement de la politique budgétaire allemand, il n'était pas attendu, surtout pas avec ce résultat d'élection même. Le contexte mondial joue probablement un rôle assez significatif dans la vitesse avec laquelle ça s'est produit. Et c'est pour ça aussi que voilà, ça reste un scénario un peu compliqué, y compris pour les marchés. Donc, vous l'avez déjà évoqué, c'est un stimulus qui est donc sur la défense potentiellement immédiat, mais si on veut augmenter les dépenses de défense à très court terme, ça viendra probablement avec beaucoup d'importations. Donc du coup, je prendrai plus l'exemple des 100 milliards qui ont été décidés en 2022, côté Allemagne, qui ont eu un effet de croissance plutôt de 0, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été importées. À très court terme, on ne pourra probablement pas produire autant pour remplacer donc, le soutien américain en Ukraine. Donc du coup, ça se fera probablement un peu plus à travers les importations. Après, si vraiment on continue à dépenser dans les 3,5% du PIB pour la défense au niveau allemand et potentiellement à terme aussi en Europe, les choses peuvent se développer. Donc les multiplicateurs budgétaires au début proches de 0 peuvent se gonfler si vraiment on arrive au point où le secteur privé répond positivement et on voit donc toutes les
tous les titres autour de certaines entreprises. En tant qu'économiste, je n'ai pas trop le droit de nommer. Non, mais oui. Donc, il y a eu un enthousiasme boursier sur les valeurs. Il peut y avoir une certaine réallocation des ressources à l'intérieur de l'économie où on refonctionne une partie du secteur automobile qui était en voie de, je ne vais pas dire disparition, mais de croissance zéro, voire négative pendant très longtemps. On peut les refonctionner ailleurs et ça aidera. Donc ça, c'est pour le moyen terme. Et après, il y a le plan de relance infrastructure de 500 milliards, ce qui est quand même 12% du PIB allemand de 2024. C'est géant. C'est sur 10-12 ans. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que la beauté du truc, c'est que c'est vraiment un plan structurel. Donc on parle d'un plan de long terme. C'est très différent par rapport à la réponse à une récession. Donc, du coup, récession, typiquement, c'est une réponse immédiate avec un impact sur la croissance immédiate. Là, on doit d'abord travailler... on sait très bien pourquoi il faut dépenser cet argent et dans quel projet. Mais ça prendra du temps pour vraiment se mettre en route. Et en attendant, on a un choc d'incertitude au niveau européen qui est quand même géant. Donc du coup, on a aujourd'hui un niveau d'incertitude de la politique de commerce, notamment au niveau mondial et au niveau européen, qui est bien au-delà de ce qu'on a vu en 2018-2019. Et on sait très bien ce que ça fait avec les investissements dans une économie. Donc du coup, d'un point de vue marché, ce qui est étrange et curieux aujourd'hui, c'est que les annonces allemandes nous font pour un cycle un peu prévisible. Donc c'est un cycle qui aujourd'hui commence, comme vous l'avez évoqué, peut-être avec un taux de croissance de 0,9 au niveau euro, zone euro cette année. En Allemagne est probablement très proche de 0, qui peut s'accélérer donc vers la fin de 2026 et 2027, ce qui est très difficile pour les marchés de presse. Comment on presse? Bien sûr. Pour l'instant, le marché regarde un peu à travers, en fait. Et juste pour finir, parce que vous avez évoqué la comparaison avec le Whatever It Takes de Draghi et NGU, là, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on sait... Il n'y a pas l'échelle européenne, vous voulez dire, c'est ça, On sait ce que vont faire les Allemands. On sait ce que font certains pays de l'Europe de l'Est et les Scandinaves. Par contre, au-delà de l'Allemagne, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Alors, Kevin, et puis... Alors, pour reprendre des termes d'économiste, toute la problématique, c'est qu'on fait R, donc le taux d'intérêt, et puis on soustrait ça à la croissance, AG. Et on va dire le choc positif sur la croissance, c'est une très bonne nouvelle, c'est pour 2026-2027. Par contre, le choc des taux d'intérêt sur il est maintenant. c'est maintenant. Voilà. Et donc, pour, en effet, des acteurs endettés, alors j'imagine que dans les petites et moyennes capitalisations, il n'y a pas que des acteurs qui sont endettés, mais pour des acteurs endettés, que ce soit des entreprises et des États, ça peut venir vite faire mal, et faire plus mal que ce qu'il y aurait à gagner sur le front des relances allemandes. Et on pense notamment à l'Italie. Si l'Italie doit, on va dire, se mettre au niveau des 2%, alors je mets même de côté les 3,5% de dépenses d'armement, ça envoie le ratio dette sur PIB allemand à 140% à avec horizon des 2030. taux à quoi, 4,5 Oui, 4,5, on fait plus que complètement effacer les bénéfices du plan de relance allemand. Donc il y a un choc un peu asymétrique là en fait. C'est pas bien réparti. C'est tout le risque aujourd'hui. Donc là aussi, comme vous disiez, je crois que les marchés regardent au travers de ça, les agences de notation aussi. On voit la France double A. Bon, vous me donnerez un autre, on va dire, acteur économique avec les niveaux d'endettement de la France et une notation double A. Voilà, mais c'est bien. Je sais pas, la Grèce, ils sont à quoi, quelques bips de nous sur le 10 ans, mais ils sont combien de crans en dessous dans les agences? Exactement. Donc ça va relever beaucoup plus la Grèce. Et c'est toute cette difficulté-là, c'est-à-dire qu'on va avoir un passage de relais entre quand même ce consommateur européen qui va aider, on l'espère, la croissance européenne. Ensuite, une croissance explosive, j'ai envie de dire. Et il y a ce passage de bâton-là avec entre les deux, l'épée de Damoclès ou ce bras de fer entre les tarifs douaniers et les plans de relance budgétaires. C'est mal réparti, vous disiez, Evelyne. Il y a une mauvaise... Non, enfin, dans quel sens? Non, c'est juste que c'est très... Le plan de relance, il impactera... Le plan de relance allemand, il impactera la croissance probablement à partir de la deuxième moitié de 2026, sinon 2027. Donc du coup, il faut attendre quand même un an. Et dans un an et demi. Et dans ce temps-là, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Donc on fait face aujourd'hui à une croissance, à un point de départ en Europe qui est plutôt anémique, avec une croissance qui reste sujet à beaucoup de risques à la baisse. Il y a tout le sujet douanier qui arrive, bien sûr. Voilà, on n'en sait rien. J'ai pas de boule de cristal, mais la chose qu'on peut quantifier, c'est le choc d'incertitude qu'on est en train de subir. Il y a toute l'incertitude, tout le complexe d'incertitude géopolitique,
les décisions sur la défense, ça vient pas de tomber du ciel. Non. Donc du coup, voilà. Donc ça fait un contexte qui, d'un point de vue investissement du secteur privé et d'un point de vue consommation Comprends. des ménages, reste très complexe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait face à un creux qui peut devenir assez peu confortable, déconfortable même, avant que les bonnes nouvelles côté croissance vont vraiment se matérialiser. Louis. Non, je suis complètement d'accord avec ce qui est dit au niveau économiste, mais c'est ça ce qui fait souvent la grande différence, et ce qui est très compliqué dans votre métier, c'est entre ce que presque le marché anticipe et l'économie. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, en tant que moi, je suis plus un homme de marché qu'économiste, en tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir, parce que le problème de l'Europe, c'est un choc de confiance. Voilà, il fallait quelque chose de confiance. Pourquoi les Américains ont épargné toute leur épargne Covid ou un taux d'épargne au plus bas, alors que nous, Européens, sachant que les salaires réels sont positifs déjà depuis, je crois, 9 mois ou un an, et au lieu de le consommer, ce qu'on fait, on l'épargne. Pourquoi ? Parce que tous les jours, en ouvrant les journaux, on nous dit que c'est la fin du monde, etc. Voilà. Donc, ne boudons pas notre plaisir, c'est un vrai choc de confiance. On a vu que le taux d'épargne en zone euro est pour la première fois arrêté de monter, même un tout petit peu diminué. Voilà, une relance de la consommation. L'inflation est en train de baisser plus qu'aux États-Unis. Les salaires sont encore assez élevés. Voilà, pour la première fois, si la confiance revient, les salaires, la consommation devrait repartir. Et les esprits animaux, ça peut exister aussi en Europe. Ça peut exister. Donc c'est vrai que tout ce qui a été dit, ça va peut-être prendre du temps. Mais voilà, il suffit aussi que ça va venir peut-être baisser la prime de risque. Donc voilà, peut-être qu'en faisant baisser la prime de risque, automatiquement, ça remonte un peu. Avant, vous disiez, on était entre 11 et 12 fois pour le marché large cap européen. Ça y est, ça mérite peut-être un peu une prime, parce que voilà, on va commencer à l'acheter 2026. Et on se dit, voilà, aussi le président Trump a complètement secoué l'Europe, donc c'est dans le bon sens, parce que là, même si les discussions patinent un peu avec l'Ukraine, si la fin de la guerre en Ukraine se termine, ça redonne, je sais c'est hypothétique, encore un surcroît. Oui, non, mais c'est des catalyseurs potentiels devant nous, bien sûr. Parce que je vous rappelle qu'un investisseur américain, tous les flux sont partis aux États-Unis, ils savent pas du tout où est l'Ukraine sur une map de l'Europe, ils pensent que l'Ukraine c'est en Europe. Donc voilà, tout ça, ça pourrait venir continuer le bon momentum européen. On l'a attendu depuis longtemps. Ouais, mais moi je suis dans votre camp, Louis, je suis d'accord. Il faut... Non, mais il n'y a pas de camp. Ce que je dis, c'est que quand vous regardez la réaction du 10 ans sur le Bund, on a fait un overshoot qui était quand même assez important. On est arrivé à 3 aujourd'hui, on est à 2,75. Donc du coup, il peut y avoir des fluctuations. Ce ne sera pas une trajectoire très lisse. Et il peut y avoir beaucoup de... Et dans l'intervalle, Evelyne, ça veut dire que la BCE conserve un rôle essentiel, clé, indispensable, avant de se poser la question du taux d'équilibre, une fois que l'Allemagne aura commencé à dépenser pour ses infrastructures et pour sa défense. Là, il y a 12-18 mois où la BCE va devoir continuer d'être active. Oui, totalement. Donc, du coup, nous, on part sur l'hypothèse, je pense qu'on avait discuté ça ici avant, on avait un taux terminal sur la BCE de 1,5 depuis 2 ans, au point que ça commence à nous ennuyer d'en parler. Mais on le maintient. Du coup, on pense toujours que, voilà, il y a comme je disais, ça fait vraiment pour un cycle prévisible. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude, parce que typiquement, vraiment, les plans de relance, ça vient avec un but d'effet immédiat, court terme, moins partiellement. Bien sûr. Et voilà un truc qui a pour but vraiment le moyen terme. Et donc, du coup, ça fait pour un cycle prévisible. En attendant, la BCE doit gérer le choc d'incertitude. Il doit gérer l'impact sur les taux réels qui ont quand même grimpé en fonction de quel point de référence on prend. Mais la courbe, elle a grimpé de 20 points de base à peu près depuis le 3 mars, donc la veille de... Exactement, c'est ce que nous dit Piero Cipollone. Ça fait partie des arguments. Les taux réels sont plus élevés. Depuis la dernière prévision de la BCE, c'est significatif quand même. Donc du coup, ça, c'est quelque chose que la BCE va devoir gérer et accompagner. Aujourd'hui, il n'y a pas l'impact du plan de relance sur l'économie encore visible, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les taux neutres dans l'économie ne sont pas encore impactés. On peut en parler, peut-être que le taux neutre dans l'économie grimpe une fois que vraiment on aura toutes ces dépenses, on aura vraiment la matérialisation de tous les effets secondaires aussi qui viennent avec. À ce moment-là, peut-être les taux neutres en zone euro seront plus proches de 2,5%, tels que les Faucons veulent nous expliquer aujourd'hui. Nous, on n'y croit pas trop, mais... donc du coup, ça fait que la BCE peut baisser les taux aujourd'hui, devrait baisser les taux aujourd'hui, et à terme, ils peuvent les remonter. Voilà, c'est comme ça. Mais on ne peut pas dire qu'on est
dépendant des données qui arrivent, et dans le même temps dire « Ah bah oui, mais non, parce que l'Allemagne va relancer, donc ma baisse de taux sera plus limitée. » Il y en a sans doute qui vont le dire. Et oui, mais il faut être cohérent de ce point de vue-là. J'entends. Kevin. Sur les données, si on regarde les indices composites qui sont utilisés par la Banque Centrale Européenne sur les matières premières, il y a un élément gaz important dedans, plutôt en baisse. On a un euro qui est plutôt en hausse. Il y a les taux réels qui sont montés. Il y a aussi les anticipations qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui par rapport à la région de mars. Il y a moins d'anticipation de baisse de taux dans le marché aujourd'hui. Donc quand on met tout ça bout à bout, plus, eh bien, là aussi, cette hausse des taux longs, elle pose question sur les plus endettés d'entre nous, disons. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, elle doit continuer sans doute sur son chemin de baisse de précaution pour la réunion d'avril. C'est peut-être un peu technique, mais le fait que l'envolée des rendements allemands ait aspiré également toute la courbe euro, est-ce que ça redonne de l'intérêt à la politique de gestion de bilan de la Banque Centrale Européenne ? Pour l'instant, c'est vraiment géré séparément. Donc, on a de plus en plus de questions au sujet de QT. Donc, est-ce que la BCE va ralentir ou pas la réduction de son bilan ? Pour l'instant, on a vraiment l'impression que pour eux, c'est un sujet complètement à part. D'accord. Donc, sauf vraiment perturbations significatives sur les marchés, des réactions. Enfin, je ne prendrai pas l'exemple de l'Allemagne le jour des annonces. Non. Peut-être parce que là, il y avait une raison véritable. Mais sauf s'il y a vraiment une réaction très rapide, très extrême sur certains segments, on pense que c'est peut-être un peu trop avancé de vraiment parler d'une fin de la réduction. Enfin, Du point de vue de la BCE, on n'est pas dans le cadre d'une correction obligataire qui serait non souhaitée, non voulue, qui irait au-delà des fondamentaux. Non, mais je pense que c'est ce qu'il y a plein d'analyses, y compris qui sortent de l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, on a quand même des économistes qui disent que c'est la fin de la soutenabilité de la dette de l'Allemagne. Bien sûr, le triple A et tout ça. Mais il y a une très grosse partie de cette réaction qui se voit dans les marchés, qui est justifiée par les perspectives de croissance qui, à moyen terme, ne sont peut-être plus dans cette économie à zéro. Et donc, du coup, c'est un contexte très différent, parce que, comme vous disiez, on voit une réaction positive sur le marché d'actions, on voit une réaction positive côté euro. Donc, du coup, ça met un peu un contexte très différent par rapport à de la hausse des taux. Mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Depuis 2014, les déficits publics US, il a 6,5. Voilà, toute la croissance US depuis 2014, c'était ce déficit. On a 3,4% en zone euro. Donc bon, on dirait la France, on est déjà 6. Mais voilà, donc il y a de quoi faire. C'est clairement. Donc normalement, il suffit que ça se réinverse. Et c'est des politiques de flux, on disait tout à l'heure. C'est pour ça que nous, on est assez positifs sur l'euro. Et clairement, dès que l'euro, à tous les coups, il va peut-être passer un 10, un 12. Après voilà, je ne suis pas non plus des experts sur le change euro-dollar, mais quand on regarde dans le passé, à chaque fois que l'euro a surperformé le dollar, l'Europe a surperformé les États-Unis, je parle sur le marché action. Donc voilà, et on se pense aussi, maintenant la vraie question que tout le monde se pose, c'est le différentiel de taux d'intérêt entre les US et l'Europe. Voilà, il n'y a pas de raison. Nous, on ne pense pas vraiment que le taux allemand va remonter au-dessus de 3, mais clairement, les États-Unis vont être en ralentissement économique. Ils sont un peu en bout de cycle. Donc la vraie question, c'est à quelle vitesse ils vont ralentir. On a vu les 2 mois consécutifs, les retail sales qui étaient en baisse, même révisés en baisse, ceux de la semaine dernière, flat en volume, plus 0,2 en prix. Donc voilà, tous les pains de Covid consommés par les Américains. Voilà, nous on pense qu'au contraire, on en parlait tout à l'heure de taux réels, l'autre solution, sinon même sur les marchés actions, c'est d'acheter de la duration américaine aujourd'hui, parce que les taux réels sont assez élevés, ça vous donne une protection énorme contre un éventuel ralentissement américain. Bon. D'ailleurs, Trump en fait son KPI, c'est la baisse des taux longs qui doit marquer, en tout cas, sa crédibilité sur le début de son mandat. Parlons de Trump. Combien il a coûté déjà, alors au marché, ça, le calcul est assez facile, mais à l'économie américaine, Kevin, et qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie ? On s'est tous un peu remis à jour, moi le premier en tout cas, sur Trump 2.0 par rapport à Trump 1.0. Bon, ceux qui avaient bien bossé avaient peut-être déjà en tête que Trump 2.0 serait sans doute un peu plus agressif, brutal et peut-être dogmatique également que Trump 1.0. On est en plein dedans avec en plus la perspective du 2 avril. Ce qu'il a coûté, on a dit le mot, je pense, 10 fois au moins aujourd'hui, c'est l'incertitude, parce que l'incertitude, ça fait plus mal que les tarifs douaniers. Voilà. Donc, parce que si on est un ménage ou une entreprise, on arrive à gérer avec des tarifs douaniers, on arrive à trouver des alternatives. Tant qu'on ne sait pas, on attend. Et chaque jour qui passe ou mois qui passe, il fait mal, a fortiori quand on a des taux réels à 2% aux États-Unis.
sur toute la question qui se pose, c'est-à-dire qu'on parlait en introduction, c'est-à-dire qu'on a et l'Europe et la Chine qui relancent, en gros, qui vont avoir des déficits plus importants qu'on ce qu'on pouvait anticiper. C'est pas le cas aujourd'hui aux États-Unis, donc toutes choses égales par ailleurs, on va dire ce qu'on a apporté, ce que vous soulignez, c'est-à-dire cette corrélation forte entre des déficits importants et de la croissance économique. Si on va enlever des déficits, ça se voit sur la croissance économique. Et toute la question, c'est le niveau c'est le pivot. Bah, et oui. est-ce qu'in fine, il va faire procéder à de la relance budgétaire? Nous, on a plutôt tendance à penser que oui, in fine, c'est-à-dire Donc, qu'en effet, via les baisses d'impôts? ça se fera via les biens d'impôt, via sa Big Beautiful Bill, comme il aime à l'appeler. Mais ça se fera pas tout de suite, ça se fera pas avant juin ou juillet. Et je crois que on est en train de découvrir le mécanisme de prix, pas de marché, mais de Donald Trump, et que sans doute le niveau d'exercice de ce put-là, ce pivot-là, eh bien, on n'y est pas encore. Et on va l'apprendre, on va le découvrir avec lui. Mais sans doute qu'in fine, c'est ça qui se joue, mais ça ne veut pas dire, on va dire, plus de dommages aujourd'hui que par le passé. Et Scott Bessent nous dit, le 2 avril, donc les tarifs, le jour de libération de l'Amérique, ce sera le point de départ de la grande négociation. C'est-à-dire que, moi, ce que je comprends, c'est que les tarifs, la menace va être permanente, je les enlève, je les remets, etc., le temps d'accompagner une négociation qui aboutisse à des conclusions satisfaisantes pour Trump et son équipe. Mais ça, je pense que ça... Donc l'incertitude va durer au-delà du 2 avril, c'est ce que je veux dire. On ne va pas régler l'incertitude le 2 avril avec les annonces. Et donc, d'où notre point de vue chez Carmignac, que le pivot, il n'est pas pour tout de suite. Et ensuite, sur ce qui le motive, pourquoi est-ce que le fait qu'il favorise Main Street, comme il est appelé, par rapport à Wall Street, on a quand même, on va dire, toujours ce mariage toxique aux États-Unis entre le niveau des marchés d'actions et la croissance économique américaine, parce que vous le soulignez, les taux d'épargne y sont très bas, le portefeuille action d'un ménage médian aux États-Unis, il est de l'ordre de $250 000, et donc principalement investi sur des grandes valeurs américaines, ou j'imagine pour les plus jeunes des Américains sur des crypto-devises, bien sûr. Qui sont en baisse de 15, 20, 25%. Il y a un moment où ça se voit, et ça se voit dans la croissance économique. Combien est-ce que Trump a déjà coûté à l'économie américaine, au reste du monde, Evelyne, et comment chez Bank of America Global Research on réfléchit à la suite et à ce qui peut se passer à partir du 2 avril? D'un point de vue économie américaine, mes collègues continuent à croire que l'économie américaine est quand même assez résistante comme point de départ, mais ils ont quand même baissé leur prévision de taux de croissance pour la fin de l'année. Puisqu'on est Bank of America, on aime bien exprimer un T4 sur T4 glissement 1. Donc, du coup, ils ont baissé le T4 de 50 points de base en glissement. Donc, on retombe en dessous des 2% et après, ça se restabilise vers les 2. Là où ça devient vraiment compliqué aussi d'un point de vue marché, c'est qu'on a pris l'habitude du Powell put. Donc, dès qu'il y a un truc qui se passe mal côté marché d'emploi et ou action ou économie réelle, la Fed ignore la dynamique d'inflation et y fonce. Cette fois-ci, ça commence à être un peu plus compliqué. On l'a vu dans les enquêtes des ménages, les anticipations d'inflation de moyen long terme ont grimpé de façon assez significative. Donc, du coup, ça complique cette fois-ci la fonction de réaction de la Fed. Powell a plutôt balayé, en l'occurrence, l'enquête du Michigan en disant c'est un outlier. Oui, par contre, on a vu aujourd'hui, dans la mise à jour des prévisions de nos collègues, qu'on est plutôt en voie d'avoir un taux d'inflation sous-jacent aux États-Unis, le fameux core PCE, qui serait plus proche de 3% que de 2,5% dans la deuxième moitié de l'année. Donc ça devient tous un peu plus... L'arbitrage, il y est encore. Enfin, on ne va pas dire que la Fed va toujours ignorer les faiblesses de l'économie réelle, mais l'arbitrage, il est moins évident aujourd'hui qu'il était dans le passé. Après, comment quantifier le mal qu'il y a dans l'économie mondiale? Encore une fois, c'est l'incertitude qu'on peut quantifier. On prépare un Trade Policy Uncertainty Indicator, donc du coup c'est la fréquence des mots-clés affiliés avec l'incertitude commerciale dans la presse internationale, et on voit très bien qu'aujourd'hui, où il y a 10 jours, on était à 4 écarts types au niveau européen, au-delà de la moyenne de long terme. Au niveau mondial, on était à 5 écarts types.
c'est le double, le triple de ce qu'on a vu en pic en 2018-2019. Et les élasticités standards, et encore une fois avec tous les caveats qui s'appliquent, un choc persistant d'un écart type est l'équivalent d'à peu près 80-90 points de base sur la croissance d'investissement. D'accord. Et À 4, de l'investissement, Et bon, on va pas juste une multiplication par 4. à 4 écarts types, oui, donc ça peut encore monter, bien sûr. Après, il y a le plan de relance allemand qui vient. Oui, mais c'est via l'investissement, c'est ça, via la baisse des perspectives d'investissement et la baisse des capex C'est ce qu'on peut que cette incertitude se traduit et se matérialise. Oui, voilà. C'est le mécanisme de transmission auquel on peut se préparer, même si on n'a pas de décision effective ou de hausse significative des douanes eux-mêmes. Ouais. Le marché, il est prêt parce qu'il y aura des annonces le 2 avril. Enfin, je crois qu'on l'a tous compris là maintenant. C'est très, très compliqué de savoir, mais c'est sur votre question de savoir qu'est-ce que coûte Trump, c'est que pour moi, ce sera peut-être un cas d'école derrière. C'est qu'avant qu'il soit élu, vous prenez la production, le pays américain, c'était le leader de très très loin, tout était huilé à la perfection, tout était parfait. Et pour une partie des Américains, c'était la pire économie ever. Voilà, maintenant tout revient sous-optimisé. Ils vont repayer les importations plus chères, devoir tout le relocaliser avec une main-d'œuvre forcément plus chère, parce que là, ils font tout un programme aussi contre l'immigration, donc forcément un coût de main-d'œuvre plus cher. Donc là, la beauté de la machine et qu'une productivité historique par rapport à l'Europe et tout, là, d'un coup, tout est en train d'être un peu remis en cause. Donc c'est vrai que ce sera peut-être un cas d'école derrière, que dans quelques années, on pourra se dire, mais comment on a pu annoncer tout ça? Donc voilà, je ne sais pas combien ça a coûté, mais en tout cas, la seule chose, c'est le coût, peut-être pour les États-Unis, indirectement et bénéfique pour l'Europe, qu'on a parlé tout à l'heure. Ça permet de ressouder un peu l'Europe, de reprendre des décisions, et merci les Allemands. Est-ce que ce sera cette histoire de tarifs? Parce que c'est intéressant, quand on a vu la baisse des taux longs arriver, plus Trump parlait des tarifs, plus les taux longs baissaient. C'est oulala, le marché obligataire voit les tarifs comme avant tout récessifs, en tout cas plus récessifs qu'inflationnistes. Comment elle bouge cette histoire? Je suis pas sûr. C'est-à-dire que le narratif de marché, il y a encore un gros mois et demi ou 2 mois, c'est que M. Trump, il n'aboyait plus qu'il ne mordait. C'était l'incertitude qui pesait sur la croissance économique in fine. Vous le disiez, M. Powell a indiqué que pour lui, l'inflation liée au tarif était transitoire. Scénario central. Je pensais que le mot était tabou à la Fed, visiblement pas. Il l'a dit. Et pour autant, on a vu d'autres papiers sortis par d'autres membres de la Réserve fédérale ou des réserves fédérales locales qui tentent à indiquer que l'impact des tarifs douaniers, il est plus que transitoire. C'est-à-dire que 2, 3, 4 ans après, on le sent encore. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une question, en tout cas toute une problématique autour des biens intermédiaires dont les prix restent élevés. Donc ça, c'est quand même un facteur important. Le deuxième, c'est quand même que d'essayer de calquer les tarifs de 2018 sur 2025, c'est un peu délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'ajustements qui se sont faits dans le sillage de 2018. C'est-à-dire que si je regarde les exportations du Mexique ou du Vietnam vers les États-Unis et puis de la Chine vers ces pays-là, ça montre quand même qu'il y a déjà eu cette forme d'adaptation des entreprises auxquelles on faisait et des pays auxquels on faisait allusion tout à l'heure. Ce travail-là, cet exercice-là, il a déjà été fait. Donc le point de départ aujourd'hui, c'est un peu l'évidence de le dire, mais quand même c'est important, c'est pas tout à fait le même qu'en 2018. Et donc, potentiellement, il y aura des prix qui seront plus élevés in fine, et a fortiori dans une économie, comme vous le disiez, qui globalement tient bien. Le taux de chômage, il reste quand même sur des niveaux extrêmement bas, les taux de démission, etc. etc. Donc on vient choquer plus l'offre que la demande, et ça a tendance quand même à faire monter les prix. Dans l'idée où l'Europe se montrerait ferme, et c'est vrai que dans les grandes zones économiques, alors là on est dans la grande phase de négociation, tout le monde va aller négocier avant le 2 avril, enfin les échanges vont être intenses, mais on voit par exemple le UK de Keir Starmer aujourd'hui qui envisage pourquoi pas d'abaisser la taxe sur les GAFA, voire de la supprimer. L'Europe, dès le départ, dès qu'on a eu des taxes sur la sidérurgie, sur l'acier, l'aluminium, tout de suite, on a ressorti les listes de produits de 2018-2019, les Harley-Davidson, le Bourbon du Kentucky, etc. Dans l'idée de se montrer ferme et de montrer qu'on allait réagir tout de suite, assez automatiquement, face au risque tarifaire de Trump. Ce risque d'escalade, il va coûter économiquement aussi, Evelyne, j'imagine. Et est-ce qu'il y a d'autres manières de répondre avec un coût économique à l'arrivée peut-être moins important?
pour des partenaires ou plus importants. Ouais, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que l'Europe a répondu quand même de façon assez chirurgicale, comme la Chine. Donc, du coup, on cible un peu les secteurs qui sont peut-être avec des élasticités de demande inférieures. On a encore de la marge, les tarifs réciproques. Il y a de la marge de dire que, bon, aujourd'hui, en Europe, on a un taux d'importation, un taux de douane qui est de 10%. Côté américain, c'est 2,5%. Si on baisse à 2,5, ça va bénéficier les BMW, les Volkswagen. Voilà, c'est pas non plus. Il y a de la marge encore de la négociation. Après, je pense que ça dépend aussi du point de départ ou de la négociation côté américain. Donc, si c'est les tarifs réciproques, d'un point européen, il y a vraiment beaucoup de marge de négociation. Si vraiment tarifs réciproques inclut, par exemple, quelque chose comme la TVA en Europe, ça devient soudainement beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, là, je pense... Oui, je pense que personne n'a envie d'une escalade. Oui, bien sûr. Côté européen, au moins, il n'y a pas cette incitation. Il n'y a pas l'intention de surenchérir. Par contre, si ça devient inévitable, il y a des moyens. Et on a regardé ça dans un autre contexte, mais le compte courant déficitaire des États-Unis est quand même un peu l'image miroir du compte courant excédentaire de l'Europe. Donc, du coup, c'est non seulement des flux de biens, mais c'est des flux de capitaux qui compensent derrière. Bien sûr. Il y a de quoi faire. Oui. Sur la partie services, flux de capitaux, l'Europe a de quoi se défendre peut-être par rapport aux États-Unis. C'est l'Europe aujourd'hui qui achète des treasuries pour faire les fins de mois des États-Unis. C'est plus la Chine, c'est moins le Japon. Donc il y a un pouvoir de négociation quand même peut-être plus équilibré que ce qu'on croit. Allez, on va se dire ça et on va en rester là en attendant le 2 avril. Merci en tout cas à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Evelyne Herrmann, économiste Europe chez Bank of America Global Research, Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, et Louis Defels, directeur général et directeur de la gestion collective de Gay-Lussac Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi c'est le quart d'heure américain. Nous retrouvons notre correspondant américain en visio avec nous à distance, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. 2 sujets impliquant bien sûr Donald Trump à la une avec vous. Trump contre les programmes DEI, contre les programmes de diversité, d'égalité et d'inclusion. Et puis Trump contre les juges également. Ce sont 2 fronts ouverts au-delà de la bataille commerciale que mène activement Donald Trump et ses équipes. Commençons avec l'état profond et la mise au pas de l'état profond par Donald Trump et son cabinet. Donald Trump va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs républicains, certainement beaucoup plus loin qu'il serait allé Ronald Reagan. Il combat l'état profond au moins sur 2 fronts. Alors il y a un front dont on a beaucoup parlé en Europe, et nous en avons parlé ensemble ici au cours des dernières semaines, c'est celui du démantèlement délibéré de la bureaucratie fédérale, de sa démoralisation également, qui contribue à son démantèlement, et avec des chiffres quand même assez stupéfiants, surtout pour des Européens habitués à la protection totale de l'emploi des fonctionnaires. La moitié des effectifs du département de l'éducation va être éliminée. On parle de supprimer 60 000 emplois, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, 60 000 emplois civils au Pentagone. On parle de supprimer plus de 1300 emplois dans l'administration des anciens combattants. Et puis il y a un autre combat auquel les démocrates ne s'attendaient pas, en tout cas certainement pas dans ce caractère extrêmement virulent. C'est celui qui est lancé contre le wokisme, mais c'est aussi un combat de vengeance, de rétribution de Donald Trump à l'égard d'acteurs qui, de son point de vue, et il y a du vrai dans son point de vue, se sont acharnés contre lui en vue de le mettre en prison, de le ruiner et de ruiner sa réputation pour qu'il ne puisse pas se présenter aux primaires républicaines. Et dans cette liste, il y a au moins 3 piliers de l'État profond qui jouent un rôle important dans la définition du narratif pour l'opinion publique américaine. Il y a les universités, il y a les médias, naturellement, et il y a les cabinets d'avocats. Et je voudrais commencer par là parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, et on a vu des décrets présidentiels de Donald Trump retirés purement et simplement à des cabinets d'avocats très largement alignés sur le Parti démocrate, dont
nombre d'associés ont travaillé avec le département de la justice sur de multiples dossiers en vue de mettre Donald Trump en prison au cours des 4 dernières années, ces cabinets d'avocats, tout simplement, ont été déclarés non grata pour le gouvernement fédéral américain par le président. Ce qui est une forme de peine de mort. Parce que quand vous êtes un grand cabinet d'avocats et que vos clients, tout d'un coup, découvrent que les associés qui sont censés défendre vos dossiers n'ont plus le droit d'accéder à des données confidentielles, pas simplement sur les questions militaires, mais des données confidentielles, ce qu'on appelle le security clearance, c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Quand tous les contrats du gouvernement fédéral vous sont interdits, et ces cabinets d'avocats sont de grandes entreprises, c'est une forme de sanction absolument lapidaire qui oblige toute la profession à reconsidérer sa position d'activiste politique anti-Trump et probablement à moyen et long terme son positionnement par rapport aux partis politiques. Le patron du grand cabinet d'avocats, M. Brad Karp, du cabinet Paul Weiss, est allé à la Maison-Blanche avec ses conseillers et il a négocié avec le président Trump et il a mis le genou à terre. Il a dit « Ok, vous m'avez supprimé toute possibilité de travailler avec ou pour le gouvernement fédéral. J'accède à toutes vos demandes. J'accepte de travailler désormais pour des clients ouvertement républicains. J'accepte de faire travailler mes associés gratuitement à hauteur de 40 millions de dollars pour des causes républicaines. J'accepte d'abandonner au sein de mon cabinet d'avocats les politiques de diversification, de promotion de l'égalité raciale, etc., etc. J'accepte tout ça. Levé de bouclier, bien entendu, dans la profession des avocats qui disent « Attention, nous sommes là pour des raisons éthiques, nous sommes là pour défendre la loi, pour défendre certes les intérêts de nos clients. Or, en accédant à ces demandes et à cette forme de chantage pratiquée par la Maison-Blanche, Donald Trump s'adresse en fait à des entreprises qui sont certes des cabinets d'avocats, mais qui ont des intérêts économiques et qui sont obligés de faire passer leurs intérêts économiques avant ceux de leurs clients. Parce que Brad Karp l'a très bien expliqué, si je ne fais pas ce que j'ai fait, on va nous piquer nos clients. Bien sûr, bien sûr. Exactement ce qui s'est passé du côté de Columbia également, Pierre-Yves, pour... alors j'ai vu, c'est peut-être 400 millions de dollars de soutien public que reçoit la grande université de New York, Columbia, Pierre-Yves. Face aux demandes de Trump, là aussi, la direction de l'université a été obligée de plier. Exactement. C'est la même logique. Alors c'est encore plus direct parce que là, il s'agit d'une carotte de 400 millions de dollars de contrats de recherche et de financement attribués par diverses agences fédérales à cette université privée qu'est Columbia University, qui est un peu au cœur du réacteur woke et Uber démocrate depuis d'ailleurs des décennies, et qui tout d'un coup s'aperçoit qu'elle ne va plus pouvoir fonctionner si elle n'accède pas aux demandes de l'exécutif américain. Quelles sont-elles? Nous voulons interdire que des étudiants puissent être masqués et faire de l'activisme sur le campus, créer des villages de tentes au milieu du campus, invoquant la cause palestinienne, terroriser les étudiants juifs, enfermer dans les bibliothèques et dans les salles de classe les étudiants juifs, interdire toutes sortes d'exactions qui, du point de vue des républicains et de beaucoup de membres de la communauté juive new-yorkaise, ont absolument choqué l'opinion lorsque Columbia est devenu le centre pro-palestinien qui a complètement bouleversé toutes les activités dans cette université. Et à ce titre, Columbia accède, comme les cabinets d'avocats, à toutes les demandes du président. Révision des programmes, obligation de neutralité dans l'enseignement de l'histoire et de la civilisation, abandon de l'enseignement, en tout cas en théorie, on va voir ce qui se passe vraiment, selon lequel les États-Unis sont une puissance raciste et coloniale et qu'il
il faut combattre la domination blanche si l'on veut sortir l'Amérique de son péché originel. Tout ce qui est enseigné, pas simplement à Columbia, mais à Harvard, qui sont, là encore, des universités privées très très riches et très engagées à gauche depuis longtemps, Donald Trump est en train de casser cette tendance politique. Bon, et puis il y a Donald Trump et les juges. Alors il y a bien sûr Donald Trump et les juges fédéraux, et de ce point de vue-là, la relation est compliquée, mais il y a Donald Trump et les juges de la Cour suprême, Pierre. Je crois qu'il a nommé 3 des 6 juges conservateurs de la Cour suprême, et pour autant, la relation entre Trump et la Cour est un peu tendue. Et il est en train de provoquer la Cour suprême à un degré qui ravit clairement le mouvement MAGA, mais qui risque de lui poser de vrais problèmes parce qu'il est en train de se mettre à dos le président de la Cour suprême, M. John Roberts, qui est un républicain modéré et qui était plutôt sympathique à l'égard d'un certain nombre de théories juridiques avancées par les républicains et les MAGA, notamment sur le périmètre de droit exclusif, de pouvoir propre du président américain. Donald Trump veut absolument se doter à nouveau de pouvoirs propres importants, par exemple celui de pouvoir éliminer, radier les membres de certaines commissions dites indépendantes qui pourtant dépendent de l'exécutif. Eh bien, John Roberts a protesté contre des tweets et des déclarations sur Fox News faites par Donald Trump la semaine dernière, selon lesquelles il faut absolument radier, impeach en l'occurrence, éliminer, destituer certains juges qui osent, imaginez-vous Grégoire, qui osent s'opposer par des procédures d'urgence d'injonction à un certain nombre d'initiatives radicales et constitutionnellement douteuses prises par Donald Trump. Je citerai 2 exemples. La première concerne l'élimination systématique de milliers de fonctionnaires dans leurs emplois parce qu'ils ont été embauchés au cours des derniers mois et que donc ils n'ont pas encore atteint le niveau de protection totale que l'on accorde à un fonctionnaire fédéral américain au-delà d'1 an. Un juge à San Francisco vient de déclarer toutes ces mesures prises à l'initiative d'Elon Musk illégales. Il fallait les arrêter en urgence et maintenant cette affaire va aller à la Cour suprême. Autre exemple stupéfiant, la position prise par un juge fédéral à Washington, le juge Boasberg, qui appelle le département d'État à renvoyer aux États-Unis des avions qui ont déjà décollé et qui sont remplis, semble-t-il, de Vénézuéliens tatoués avec des symboles qui pourraient faire croire qu'ils font partie d'un organisme terroriste de narcotrafiquants et que l'on envoie dans des prisons au Salvador alors qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se présenter devant un juge et de défendre leur cause individuelle. Ce juge est déclaré par Donald Trump comme gauchisé et dangereux, il veut le radier. Le patron de la Cour suprême dit « Attendez, si vous n'êtes pas d'accord avec les décisions d'un juge, vous allez en appel, et ensuite on en discutera. » Et ce climat de provocation politique de Donald Trump à l'égard de la Cour suprême risque d'être contre-productif. Oui, c'est assez rare, visiblement, que le président de la Cour suprême sorte de sa réserve pour intervenir dans le cadre du débat public américain. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain. Vous nous retrouvez bien sûr sur Be Smart for Change à partir de 20h30 le soir, mais à retrouver en replay chaque jour, chaque semaine sur besmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.